Chercher un travail aujourd'hui, c'est devenu une véritable épreuve. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si douloureux? C'est vraiment la question qu'on va se poser. En se basant sur des milliers de témoignages, on va plonger au cœur d'une crise qui va bien au-delà des simples chiffres du chômage. Non, là on parle d'une profonde détresse psychologique. Voilà, cette citation, elle pose le décor tout de suite. Elle nous dit que chercher un job, ce n'est plus juste une question de logistique, d'envoyer des CV. Non, c'est devenu une épreuve qui vient carrément attaquer qui on est, notre valeur en tant que personne. Alors, pour bien comprendre cette crise, on a une sorte de carte. Imaginez. Au centre, tout au cœur, il y a l'impact psychologique sur l'individu, le burn-out, la dépression. Autour, on trouve les premières couches de friction, les technologies qui bloquent, les comportements toxiques. Et tout à l'extérieur, il y a la grosse pression du système. On va suivre ce chemin, de l'intérieur vers l'extérieur, pour vraiment tout décortiquer. Et on commence par le plus dur, par le noyau, l'effondrement intérieur. Parce qu'avant même de parler des outils et des processus de recrutement, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de la personne qui cherche. On parle carrément de TSPT, de la recherche d'emploi. Et attention, ce n'est pas juste une façon de parler. Les symptômes sont réels. Ça s'apparente vraiment à un trouble de stress post-traumatique. Il faut s'imaginer ça. La petite notification d'un email qui arrive, et là le cœur s'emballe, la boule au ventre. C'est parce qu'à force de rejet, le cerveau a fait une association terrible. Postuler égale douleur. Et ça mène inévitablement à la question qui tue. Est-ce que, au fond, je suis inemployable ? C'est terrible, parce que dans notre société, on a tellement tendance à lier notre valeur au travail que pas de travail, ça peut être vécu comme ne pas avoir de valeur. Et ce doute, il s'installe, il ronge de l'intérieur, il paralyse. L'estime de soi en prend un coup monumental. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a le poison de la comparaison. Pourquoi les autres y arrivent et pas moi ? C'est un cercle vicieux. On se compare, on se sent nul, et ça alimente la dépression. Les témoignages sont bruts. On lit des choses comme « je suis un déchet » ou « le monde n'a pas besoin de moi ». C'est un sentiment d'inutilité qui est absolument écrasant. Là, c'est comme une cartographie des mots, des émotions. C'est super parlant. Il suffit de voir la taille des mots qui reviennent. Du côté de la douleur, dépression et burn-out sont énormes. Côté colère, des noms propres sortent, comme Workday, ou des pratiques comme le ghosting. Et puis, il y a cette petite spécificité bien française, la radiation. La peur de perdre ses aides. C'est une angoisse administrative qui vient se rajouter à tout le reste. C'est fou ce que les mots peuvent révéler. 66%, c'est énorme. Mais qu'est-ce que ça représente ? Eh bien, il faut être clair. Chercher un job, c'est un travail à temps plein. Sauf que c'est un travail qui n'est pas payé et qui n'est pas reconnu. Alors quand on sait que près de 2/3 des employés souffrent de burn-out, imaginez un peu la situation pour ceux qui cherchent un emploi. Ils subissent le même stress, la même pression, mais sans la moindre sécurité financière derrière. Bon, on a vu la souffrance intérieure. Maintenant, regardons d'où elle vient. Quelles sont les causes externes? Et la première chose qui saute aux yeux, ce sont ces murs technologiques. Des outils qui ont complètement vidé le processus de recrutement de toute son humanité. Workday. Quiconque a cherché un travail récemment connaît ce nom. Cette expérience absurde, on met son CV en ligne, et juste après, on doit retaper exactement les mêmes informations, case par case. Ce n'est pas juste une perte de temps, c'est bien pire. C'est ressenti comme un véritable manque de respect, une sorte de mépris dès le premier contact. Et là, le fossé est juste immense. Pour les recruteurs, ces outils, c'est le top de l'efficacité. Pour les candidats, c'est l'obstacle numéro 1, le truc le plus déshumanisant. Le décalage de perception est total. C'est comme si les deux camps ne parlaient pas du tout la même langue. Ils ne vivent pas la même réalité. Une autre source d'angoisse, c'est l'entretien vidéo en différé. On doit se filmer en train de répondre à des questions, dans le vide. C'est littéralement comme parler à un mur. Zéro interaction, zéro feedback. C'est une sorte d'audition hyper stressante. D'ailleurs, de plus en plus de candidats qualifiés refusent de le faire. Pour eux, c'est un red flag, un signal que la culture de l'entreprise n'est peut-être pas très humaine. Mais ça va plus loin que les outils. La communication elle-même est devenue toxique. Et la preuve, c'est le vocabulaire utilisé par les candidats. Ils ont pioché dans le lexique des relations amoureuses toxiques pour décrire ce qu'ils vivent. On parle de ghosting, de lovebombing, de gaslighting. Quand on en est là, ce n'est plus juste de la maladresse. C'est perçu comme une forme de manipulation pure et simple. Alors on a vu la technologie, on a vu la communication, mais il y a un sentiment encore plus profond qui s'installe. Le sentiment que le jeu est carrément truqué, que le marché du travail n'est pas juste, qu'il est miné par des pratiques, disons, malhonnêtes. On parle notamment des ghost jobs, les offres fantômes. Imaginez, jusqu'à 1/3 des annonces en ligne ne correspondraient à aucun vrai poste à pourvoir. Alors pourquoi ? Parfois pour se constituer une base de CV, parfois pour donner l'impression de croissance ou pour justifier une promotion en interne.
Le résultat pour la personne qui postule? Une paranoïa totale. On se dit que chaque effort pourrait être pour rien. Et ça se voit très bien ici. On part de 100% d'offres disponibles en apparence, mais ensuite on commence à filtrer, on enlève les offres fantômes, on enlève les postes qui sont en fait déjà pourvus, on enlève les arnaques, et à la fin, ce qui reste, le nombre d'opportunités réelles, eh bien il est beaucoup plus faible que ce qu'on pensait au départ. Et puis, il y a le classique appât et l'échange. L'annonce promet un super poste de coordinateur marketing et en réalité, c'est pour faire de la vente en porte-à-porte. On promet du télétravail complet et le premier jour, on apprend qu'il faut être au bureau 3 fois par semaine. Ou le poste débutant qui exige 5 ans d'expérience. Forcément, ça crée une méfiance et une colère quasi immédiate. Alors face à tout ça, face à cet environnement qu'on peut qualifier d'hostile, est-ce qu'on subit sans rien faire? Bien sûr que non. Des stratégies de survie, des stratégies de résistance se mettent en place. Et ces stratégies sont fascinantes. Il y a par exemple le rage applying, c'est quand la frustration est telle qu'on se met à postuler partout en masse, juste par colère. À l'opposé, il y a la démission silencieuse de la recherche. On se protège, on met moins d'affect pour ne pas y laisser sa santé mentale. Et au milieu, il y a la solidarité et l'humour noir. Les forums deviennent des soupapes, des endroits où l'on peut rire de l'absurdité de la situation et se sentir un peu moins seul. Ok, donc si on met tout ça bout à bout, qu'est-ce que ça nous dit? On voit bien qu'on n'est pas juste face à quelques problèmes isolés. C'est le portrait d'une crise bien plus profonde qui se dessinait. Et on en revient à notre carte du début. Mais maintenant, elle est beaucoup plus claire. Chaque chose qu'on a évoquée, les logiciels déshumanisants, le ghosting, les offres bidons, ce sont toutes ces couches extérieures. Et toutes ces couches exercent une pression terrible sur le noyau, sur l'individu au centre. Et c'est cette pression qui finit par tout écraser. Et la conclusion, au fond, elle est peut-être là. Le pacte social de base, celui qui dit « fais des efforts et tu seras récompensé », ce pacte-là, il est rompu. Face à des algorithmes opaques et des offres qui n'existent pas, l'effort ne garantit plus rien. Et ça laisse un goût amer, un sentiment profond d'injustice et d'impuissance. Et donc, au bout du compte, après des semaines, des mois passés dans ce système, la question qui finit par émerger de tous ces témoignages, elle est aussi simple que terrible. À quoi bon? Face à un processus qui semble si absurde, si cruel parfois, cette question du sens, elle devient centrale. Et c'est sur cette interrogation, qui capture vraiment le désespoir de beaucoup, qu'on va conclure.